Et donnons la parole à la salle, à vous, public, à vous d'intervenir. Il y en a qui vont aller chercher les micros. Il y en a, Bruno, tiens, je vais t'en donner un. Regarde. Ouais, je te l'offre, mais enfin, provisoirement. En fait, je te le prête, il faudra me le rendre. Est-ce qu'il y a des réactions, des ressentis, des témoignages parmi vous? Monsieur, attendez, il y a une dame, il y a un monsieur, oui. Voilà, madame, allez, on va être galant. Allez-y, madame. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Ah bah oui, Alexandra, je vous ai pas reconnu avec votre chapeau. Bon, je voulais dire, parce que vous avez parlé de l'ESAT verte, c'est ça? Vivre, pardon. Vivre Asso. Vivre Asso, oui. Qui co-organise ce bel événement. Moi, par contre, j'ai travaillé un moment dans un ESAT, en 93 à Bloménil. Il y a très longtemps, maintenant je ne travaille plus. Et je voulais dire bravo à vous et bonne continuation. Merci beaucoup, madame. Merci. Un grand merci. Merci. Jean-Pierre Blin. Alors, j'ai mentionné que j'étais membre de 3 associations ce matin. Et Maria Garcia a précisé qu'elle s'intéressait à la législation. Alors, moi, je vais préciser ma question. Le secret médical est utilisé très régulièrement par les psychiatres en disant que tout est secret médical. Mais la difficulté, moi, je me rappelle que j'étais au collège et j'ai appris un petit peu d'éducation civique en disant il faut appeler les pompiers quand quelqu'un est dans le coma ou a besoin de soins. Pourquoi en psychiatrie ne sait-on pas faire cela puisque c'est secret médical? Donc pour faire soigner un malade qui ne perçoit pas ses troubles, c'est particulièrement difficile. Merci de votre attention. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la réponse à votre question, mais je ne pense pas que quelqu'un l'ait dans la salle. Personne ne vous empêche d'appeler les pompiers si vous estimez que cette personne est en danger pour elle-même ou qu'elle met en danger la vie d'autrui. Mais il faut qu'il y ait une mise en danger pour qu'il puisse intervenir. Du coup, oui, mais c'est vous, avec votre vision, c'est comme si vous ne me connaissez pas, imaginez que je sois dans la rue, que j'ai une réaction qui, pour vous, vous semble inadaptée, vous allez appeler les pompiers, on va m'hospitaliser, on va m'interner, et du coup, moi, en tant que personne, où est ma place? Qu'est-ce que je deviens une fois hospitalisée, donc en hospitalisation sous contrainte, puisque vous n'êtes pas médecin, que vous n'êtes responsable que d'associations, comme moi, par ailleurs, que jamais je me permettrai de faire appel, sauf, je dis bien, sauf si j'estime qu'il y a une mise en danger de la vie de la personne. Et la mise en danger de la vie de la personne, il y a une définition législative qui l'encadre. Le soin sous contrainte, pareil, il y a des législations qui l'encadrent. C'est pas parce qu'on est président d'association ou responsable associatif qu'on peut se permettre d'avoir déjà l'accès au dossier médical, d'avoir un diagnostic. Le diagnostic est réservé aux médecins. Comme le disait Marie ce matin, c'est pas le diagnostic qui nous importe. Comme le disait François aussi, quand on va voir un recruteur ou une personne pour envoyer une personne en stage, c'est pas le diagnostic qui doit interpeller ou intéresser la personne qu'on reçoit, c'est d'abord ses compétences, sa capacité, et puis voilà. Mais maintenant, appelez les secours, parce que vous estimez, vous, en tant que citoyen lambda, vous estimez que cette personne est dangereuse pour elle-même ou autre, ou qu'elle ne va pas bien. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne va pas bien. Je n'ai pas de définition du « elle ne va pas bien ». Moi, je n'ai pas de définition du « elle ne va pas bien », je ne sais pas ce que ça veut dire. Monsieur je pense qu'on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Avant de passer justement à la réaction suivante, je vous propose sur ce thème de regarder le forum 2021 sur l'exercice des droits qui répond à beaucoup de ces questions. Voilà. Alors, réaction suivante, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Moi, j'avais une réaction et deux petites questions. La réaction, c'est que il y a un enjeu pour moi, c'est que si on n'est pas pris en charge,
Si on est dans une situation, par exemple, où on souffre de troubles psychiques, mais qu'on travaille dans le milieu ordinaire, qu'on n'est pas suivi forcément en CMP, qu'on n'ait pas une prise en charge par des professionnels au quotidien, comme ceux qu'on a pu voir ce matin ou là, et qu'en fait on fait son chemin dans la vie, dans ces conditions-là, en étant suivi médicalement. Il y a un enjeu clé pour moi qui renvoie à ce que vous venez de dire, l'édition de l'an passé, c'est l'information. Comment avoir l'information de ses droits, comment avoir l'information aussi pour les professionnels et ceux qui sont censés faire appliquer ces droits et les appliquer au quotidien et qui ne le font pas forcément. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, notamment par Madame Garcia lors de ces tables rondes. Comment, en fait, il y a un enjeu politique et social pour moi à ce niveau-là. Par exemple, qui sait que quand on arrive en fin de droit à Pôle emploi, on peut avoir une aide forfaitaire et pour laquelle, en fait, il faut faire une demande sur papier libre qu'il faut déposer à Pôle emploi et pour que la demande soit étudiée. Et comme l'a rappelé Madame Garcia tout à l'heure, il y a une bonne partie des gens qui ont le droit à des aides qui peuvent être cruciales pour justement, sur le chemin du rétablissement, pour avoir la sécurité financière, de pouvoir ensuite embrayer sur sa vie et continuer son parcours de soins sereinement. Et justement, comment est-ce qu'à ce niveau-là, vous essayez de changer les choses, chacun à votre niveau, d'apporter, de changer ce qui peut être changé, par exemple peut-être, si vous êtes tenant de cette position, militer pour l'automaticité des droits, de l'attribution des droits, qui je pense est une question très importante et qui pourrait permettre à des tas de gens qui ont besoin d'avoir un soutien financier et qui y ont droit, mais qui ne le demandent pas parce qu'ils ne savent pas par exemple qu'un CCAS peuvent les aider. Voilà, comment est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez essayer chacun de militer? Et j'avais une question plus spécifique peut-être à Agathe, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer par ailleurs, qui m'avait parlé du COFOR. Et je voulais savoir si, qui est un centre de formation sur le rétablissement, je voulais savoir si vous pouviez nous en retoucher un mot et si vous êtes toujours dans le projet. Et nous dire où ça en est, voilà, si vous êtes dans le projet, évidemment, je vous remercie. Alors, pour la première partie, j'ai quand même sur la notion de défense des droits et d'accès à ces droits administratifs. Je pense que la trame est née justement, comme l'expliquait Christophe, de plusieurs gemmes où les personnes n'arrivaient pas à défendre leurs droits. Par exemple, même d'ailleurs, comme c'est sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, il y avait des problèmes de traduction. Et il y en a qui faisaient interprète pour les autres, pour aller traduire et défendre les droits des uns et des autres, et d'autres qui emmenaient à l'hôpital, qui aidaient à faire toutes les démarches qui sont très obscures, déjà pour des gens qui maîtrisent la langue et qui ont été dans le système depuis toujours, mais alors pour des gens qui n'ont pas été dans ce système depuis toujours, c'est très compliqué. Et donc la trame, effectivement, joue ce rôle-là. Ils font de la paire et danse entre membres de la trame sur ces questions-là. Ça, c'est vrai qu'il y a une personne qui se prénomme Chafia et elle fait beaucoup de choses là-dessus. Elle accompagne des usagers qui ne parlent même pas la langue française d'un endroit à l'autre. Ça dépend si c'est pour un tribunal ou si c'est pour un médecin ou autre. Donc, oui, certains usagers font beaucoup d'accompagnement là-dessus. Et ça fait partie d'un autre rétablissement que j'ai même pas eu le temps de tout dire, parce que étant donné qu'on a un minimum de temps, donc voilà. Oui, voilà. Quand les pros sont surchargés, donc il y a certains pères aidants peuvent faire ce genre d'accompagnement de tout genre. Et voilà, mais même des fois, nous, on fait de la paire aidant, on sait à l'intérieur de la trame qui aide les uns et les autres pour une tâche administrative, impression, ou tâche administrative de remplir un formulaire, MDPH, sécurité sociale, ou voilà. Donc, il y a plein, la trame, elle est vachement, il y a plein de choses à raconter, mais qu'on n'a pas le temps tout élaborer. Oui, vous pouvez le voir sur le site. Et sinon, pour ce qui est du COFOR, alors le COFOR Marseille existe. Ils ont un nouveau site internet d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ils ont un nouveau site internet qui est très bien et qui donne beaucoup d'informations. Et pour celui de Paris, je pense que des questions... disons que quand on monte une expérience associative, il faut savoir des fois travailler sans y gagner d'argent, ni réussir à en tirer des bénéfices immédiats.
Et c'était compliqué de trouver des gens prêts à s'investir bénévolement sur 1 à 2 ans avant qu'on puisse demander des subventions, parce qu'on ne demande pas des subventions dans une expérience associative avant 1 ou 2 ans. Donc je ne pouvais pas salarier des gens et voilà. Donc le Confort Marseille a eu la chance d'avoir des gros financements au départ. Donc c'est sûr qu'eux ont pu se lancer comme ça. Après, on voit à Lille, c'est pareil, ils n'arrivent pas à le lancer, je pense, pour les mêmes raisons, qui est que les gens ne peuvent pas vivre sans avoir de revenus, et en même temps, on ne peut pas demander des subventions avant 1 ou 2 ans d'existence et d'activité prouvée, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez que je réagisse à votre question sur l'accès au droit ? Alors l'accès au droit, c'est vrai qu'il y a toutes les associations, hein. Les villes sont riches d'associations qui peuvent renseigner aussi bien les personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la langue, puisqu'on a des associations, on a un territoire très riche en France en associations. Après, vous avez les CCAS, mais j'ai cru comprendre que vous aviez des problèmes pour accéder aux CCAS, c'est ça ? Pascal. Alors, par contre, je crois que tout le monde connaît sa mairie. Donc, premier lieu d'information pour savoir s'il y a un CCAS ou une assistante sociale, c'est déjà de se diriger vers sa mairie et de demander donc les assistantes sociales, puisque en plus ça dépend si on a des enfants ou pas. On relève d'un CCAS ou d'un service territorial d'accompagnement social suivant les départements, puisqu'en France on aime bien les couches, superposer les couches. Donc il y a des couches qui sont superposées. Du coup, se diriger vers sa mairie. Ne pas rester seul, voir avec les associations du territoire, celles qui peuvent vous aider. Et je pense que le territoire français est très très riche en associations qui peuvent venir en aide, hein. Ces associations, la plupart du temps, sont tenues par des bénévoles. Nous, c'est notre cas, hein. SAIS 92, on est tous bénévoles. La salariée qu'on a est plus sur toutes les réponses, justement, constituer les dossiers, que ce soit de subventions, répondre aux mairies et autres. La réponse aux usagers, c'est nous, bénévoles, parents bénévoles, adultes en situation de handicap bénévoles, qui avons les personnes au téléphone et qui les conseillons sur leurs droits et comment avoir accès à leurs droits, et pas qu'à leur accès à leur droit sur le handicap, puisque pareil, la France est spécialiste des couches de droits. Donc bien penser que quand on ouvre un droit, il y a les droits connexes qui vont avec, et renseigner les personnes donc, sur ces fameux droits connexes qui vont avec, et que la personne puisse faire valoir tous ses droits. Après l'automaticité des droits, je dirais que le CNCPH, on essaye d'y travailler, donc le Conseil national consultatif des personnes handicapées, on y travaille depuis longtemps. Le problème de l'automaticité, alors il y a quelques automaticités qui ont été mises en place quand même par les gouvernements successifs, ne serait-ce que le chèque énergie. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de personnes, mais bon, voilà, le chèque énergie, ça a été mis en place. Au départ, il fallait en faire la demande. Maintenant, c'est automatique par rapport à votre revenu de référence. Donc, il y a des droits qui commencent à se mettre en place automatiquement. RSA, allocation solidarité, après l'ARE, par exemple, l'allocation Pôle emploi, ce n'est pas encore des automatismes. Pareil, le RSA, il faut en faire la demande, il faut remplir les conditions de territoire. L'AH, il faut encore faire la demande. Donc on est sur les attributions plus longues, mais il n'y a pas d'automaticité pour l'instant. Voilà. J'ai répondu ou pas ? Oui, globalement, merci. Ma question, c'était aussi, est-ce que vous arrivez à faire bouger les lignes, du coup, vous, en plus, qui êtes conseillère municipale, est-ce que vous arrivez à faire bouger les lignes dans la prise en compte du handicap, dans la simplification des démarches, etc. Alors, vous faire entendre à la prise en compte du droit, par exemple, il y a beaucoup d'institutions dans les bâtiments publics qui ne respectent pas le droit en vigueur en matière d'accès aux équipements. Voilà, c'était aussi ça ma question. Alors, en matière d'accessibilité, vous savez qu'il y a eu cette fameuse loi de 2014 où il y a eu les ADAPT, donc les agendas programmés d'accessibilité, bien que ce ne soit pas vraiment le thème de la table ronde. Mais bon, et du coup, il y a eu les dérogations avec des reprogrammations, puisqu'en 2020, l'année dernière, 2021, il y a eu le Covid, donc les travaux n'ont pas pu être faits. Du coup, il y a encore des demandes de dérogation qui ont encore reporté les
travaux des fameuses ADAPT. Normalement, tout devrait être accessible très vite et accessible, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, une rampe accessible, c'est quoi une rampe accessible? Est-ce que c'est une rampe qui est une rampe comme ça ou pas? Enfin voilà, il y a les normes et après il y a les usages. Pour ce qui est de l'accès aux droits, donc moi je suis du 92, donc je vais vous parler du 92. La MDPH du 92, pour faciliter l'accès aux droits des personnes en situation de handicap du 92, on est passé par un service civique avec une borne d'accueil numérique qui est à l'entrée de la MDPH. Donc la borne est connectée à Internet via un réseau Wi-Fi qui n'est pas le réseau Internet de la MDPH, c'est-à-dire que le service civique ne peut pas avoir votre accès au dossier des personnes. Par contre, elle peut compléter avec la personne son dossier en ligne. Donc ça, c'est une avancée de la MDPH du 92 parce qu'on s'est un peu battu, parce qu'il y a eu ma MDPH 2022 lancée par la CNSA et que dans cette feuille de route ma MDPH 2022, que chaque usager d'MDPH ou que chaque personne siégeant à la CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, aurait dû s'emparer de cette feuille de route puisqu'il y avait une thématique qui s'appelait l'expression des usagers. Donc moi, dès que les feuilles de route arrivent, je les lis et je suis intervenue en plénière à la MDPH du 92 pour demander la mise en place de ce groupe expression des usagers puisque c'était dans ma feuille de route MDPH 2022. On a mis en place, on est arrivé à comment ça s'appelle, ça y est, je l'ai dit, donc cette plateforme numérique à l'entrée de la MDPH avec ce service civique qui aide des personnes. On est en train de faire des petits films pour expliquer les droits MDPH et ces petits films seront diffusés dans tous les CCAS des mairies, dans tous les services territoriaux départementaux, puisque c'est maillé en territoire, les services territoriaux départementaux, pour que les personnes qui attendent dans la salle d'attente puissent voir les droits auxquels pourraient avoir le droit à la MDPH, par exemple. Merci Maria. Une toute dernière réaction peut-être, monsieur? Bonjour, Bernard Topus, je suis médecin chez soi d'abord 93 et je voulais juste apporter une toute petite précision sur un thème qui a été abordé dans le débat, le secret médical, parce que donc, dans les années 2000 et début 2010, on parlait d'un dossier médical personnel et avec la loi de 2016, c'est devenu un dossier médical partagé et aujourd'hui, espace numérique santé. Donc le secret qui initialement était strictement médical s'est ouvert au social, c'est-à-dire il y a des données qui peuvent être partagées avec le social, dans un cadre très strict, avec une loi extrêmement complexe, la loi de 2016, qui a connu beaucoup de décrets. Mais enfin, aujourd'hui, on n'est plus dans un périmètre étroit du secret médical et on a pris en compte que beaucoup d'équipes médico-sociales avaient besoin de se transmettre des informations. Et si vous voulez plus de précision là-dessus, il y a un article dans la revue Prescrire de septembre 2022 qui explique un peu toute l'évolution du secret médical. Alors c'est mon espace santé, hein, sur votre compte Amélie. Vous avez d'ailleurs tout dû recevoir, vous allez recevoir un courrier de votre CPAM de votre département et pour activer mon espace santé. Et du coup, chaque personne pourra donner donc l'accès aux médecins qui le suivent. Donc vous êtes psychiatre, j'ai bien compris, non? Oui. Un chez soi d'abord. Ah, médecin généraliste. Donc les non, médecins. Psychiatre. Oui, mais du coup... Psychothérapeute, pour ceux qui n'auraient pas bien Voilà, entendu. vous y aurez accès. Je ne pense pas... moi, j'ai ouvert mon espace santé. Je n'ai pas vu de ligne pour donner un accès à un service médical, à un service médico-social, donc un SAVS, par exemple, ou un SAD, un service d'aide à domicile, puisque j'en ai un. Donc, je n'ai pas vu de ligne pour ça dans mon espace santé. Aux professionnels de santé, oui, je peux donner l'accès si je souhaite. Après, le secret médical partagé, c'est encore autre chose qui ne rentre pas dans mon espace santé. Oui, juste une précision. Bonjour à tous, merci pour toutes ces explications. On a cité Psycom ce matin. Je rappelle que Psycom, c'est une structure d'information nationale sur la santé mentale.
Vous trouverez, donc c'est vraiment un site de référence, vous trouvez plein de ressources sur le site. Je ne me suis pas présentée, mais je travaille évidemment au Psycom. Il y a des collections de brochures par rapport à la question de ce matin sur les troubles borderline. Il y a plusieurs collections de brochures. Elles sont disponibles gratuitement sur le site internet du Psycom. Vous pouvez les commander. Dans les collections de brochures, il y a les troubles psychiques, entre autres, ou par exemple la collection droit en psychiatrie. On a aussi donc un site internet, comme je vous disais, où vous pouvez trouver la page S'orienter. Il y a une autre page qui recense toutes les lignes d'écoute gratuites. Et je précise aussi que pour les ressources, on édite un guide par département au niveau de l'Île-de-France. Et ce guide recense les structures de soins, d'accompagnement et d'entraide. Je vous invite à regarder vraiment, c'est comme un annuaire. Et il y a celui de 93 qui va être disponible, qui a été actualisé et qui va sortir en janvier. Voilà. Merci beaucoup, merci au Psycom d'exister et merci beaucoup à nos intervenantes, intervenants. C'était passionnant, émouvant aussi.